Bonjour, dans ce podcast, nous allons examiner la question suivante. Le peuple a-t-il un droit de résistance à l'oppression notamment, contre ses gouvernants, contre ceux qui ont le pouvoir? Nous allons examiner le traitement de cette question par John Locke dans son traité du gouvernement civil. C'est justement l'un des points fondamentaux de ce traité. Locke cherche à montrer qu'il y a bien un tel droit de résistance, tout en sachant que ce droit pose évidemment problème, puisque la question est de savoir quand est-ce qu'on a ce droit. Si on se met à résister ou à désobéir au moindre désaccord avec le gouvernement, dans ce cas-là, ce serait le désordre ou le conflit permanent. Mais inversement, toute forme d'ordre ou de paix sociale n'est pas forcément juste ni souhaitable. Et c'est surtout ça que Locke va vouloir dire, contre Hobbes d'ailleurs. Locke va montrer que la paix ne peut pas être l'objectif ultime de l'État, la finalité du pouvoir politique, parce qu'il y a des formes tout à fait injustes de paix sociale ou d'ordre social. C'est pourquoi Locke va légitimer, au moins dans certaines circonstances exceptionnelles, ce désordre social qu'implique le droit de résistance. Je vous fais un petit résumé du podcast que vous allez écouter. Dans un premier temps, on va voir deux arguments que Locke a utilisés pour justifier le droit de résistance. Et plus précisément, je défendrai l'idée suivant laquelle seul le deuxième argument est vraiment concluant, le premier étant assez contestable. Ce premier argument, ce sera l'idée que certaines formes de vie politique, notamment dans une tyrannie, sont pires que l'état de nature, et c'est dans ce sens-là que le peuple aurait le droit de se rebeller. Le deuxième argument, qui est l'argument principal, c'est qu'une vie politique, pour être légitime, doit être conforme au principe même du contrat social, à la finalité de l'institution de l'État, c'est-à-dire, comme on l'a vu précédemment, notamment au 5e podcast de la série, à cette finalité qu'est la préservation de la vie, des libertés et des biens. Lorsque ce principe fondamental est transgressé par les gouvernements, la souveraineté retourne au peuple, dit Locke. Ça, c'était l'objet de la fin du dernier podcast. Et on verra quelques différences entre cette théorie de la souveraineté populaire chez Locke et celle que proposera au siècle suivant Rousseau dans Du contrat social. Enfin, on rentrera dans quelques cas concrets dans lesquels le droit de résistance peut s'appliquer sans qu'on soit fondé à y voir une sorte de trouble à l'ordre public illégitime. Le premier argument que l'on va examiner, c'est l'idée de Locke suivant laquelle, dans certains cas, on a à l'évidence le droit de résistance parce que la situation d'oppression dans laquelle on se trouve politiquement est désavantageuse par rapport à l'absence totale d'État, c'est-à-dire la vie au sein de ce qu'il appelle l'état de nature. On a déjà beaucoup parlé de cette notion dans le podcast numéro 2 et dans le podcast numéro 5, donc je vous y renvoie d'une certaine manière, puisque de toute façon, l'intérêt de faire des séries comme je le fais, des séries de podcasts, c'est justement qu'on peut aller plus loin à chaque fois. Mais je vais quand même reformuler l'essentiel d'une nouvelle manière. On peut dire que chez Locke, on trouve finalement deux compréhensions différentes de l'état de nature, qui sont toutes les deux opposées à celles de Hobbes. La principale différence que Locke introduit, c'est l'idée qu'à l'état de nature, il existe des lois naturelles du bien et du mal, ou du juste et de l'injuste, que nous les connaissons, et ensuite deux possibilités, soit nous les appliquons parfaitement, et ça serait ce qu'on peut appeler l'état de nature idéal, soit nous les connaissons mais nous ne les appliquons pas parfaitement, et ça serait plutôt l'état de nature réel. Je vous précise que c'est moi qui introduis cette distinction entre un état de nature idéal et un état de nature réel. Locke ne s'exprime pas de cette manière, et pourtant, comme on l'a vu dans les podcasts précédents, on ne peut pas rendre compte du texte autrement qu'en faisant cette distinction. Pour l'état de nature que j'appelle idéal, il en parle au paragraphe 19 comme un état de paix, de bienveillance et d'assistance. Et pour ce que j'appelle l'état de nature réel, il en parle notamment au paragraphe 123, dans lequel il dit que l'état de nature est une situation pleine de crainte, dans laquelle on est exposé à des dangers continuels. Dans l'état de nature réel, les lois de nature ne sont pas correctement appliquées, elles sont appliquées de manière très partiale, et donc les conflits apparaissent nécessairement. Néanmoins, le niveau de conflit ou le niveau de violence n'est pas forcément invivable, de sorte que, selon Locke, on peut comparer une situation politique donnée à la situation d'état de nature entendue de manière réelle, et certaines oppressions politiques sont clairement pires que l'état de nature réel, dans lequel certes il y a de la crainte et des conflits, mais pas une oppression systématique ou un gouvernement tyrannique.
Donc ça va être le premier argument de Locke. Lisons le paragraphe 137 du chapitre 11. Un pouvoir arbitraire et absolu et un gouvernement sans loi établie et stable ne saurait s'accorder avec les fins de la société et du gouvernement. En effet, les hommes quitteraient-ils la liberté de l'état de nature pour se soumettre à un gouvernement dans lequel leur vie, leur liberté, leur repos, leurs biens ne seraient point en sûreté? On ne saurait supposer qu'ils aient l'intention, ni même le droit, de donner à un homme ou à plusieurs un pouvoir absolu et arbitraire sur leur personne et sur leurs biens, et de permettre aux magistrats ou aux princes de faire à leur égard tout ce qu'il voudra par une volonté arbitraire et sans borne. Ce serait assurément se mettre dans une condition beaucoup plus mauvaise que n'est celle de l'état de nature. Cette phrase-là est importante, Hobbes n'aurait jamais pu l'écrire, et on voit ici que Locke tente de se servir du modèle d'état de nature comme d'un modèle critique permettant de limiter les pouvoirs du politique. Je reprends la citation, ce serait assurément se mettre dans une condition beaucoup plus mauvaise que n'est celle de l'état de nature, dans lequel on a la liberté de défendre son droit contre les injures d'autrui. Je précise ici que le mot injure signifie en fait tous les dénis de droit. Cela désigne n'importe quelle nuisance, n'importe quel tort, et non pas simplement des paroles adressées à quelqu'un pour l'offenser. Donc terminons cette phrase. Ce serait assurément se mettre dans une condition beaucoup plus mauvaise que n'est celle de l'état de nature dans lequel on a la liberté de défendre son droit contre les injures d'autrui et de se maintenir si l'on a assez de force contre l'invasion d'un homme ou de plusieurs hommes joints ensemble. En effet, supposons qu'on se soit livré au pouvoir absolu et à la volonté arbitraire d'un législateur, on s'est désarmé soi-même et on a armé ce législateur afin que ceux qui lui sont soumis deviennent sa proie et soit traité comme il lui plaira. Et dans la suite du texte, Locke explique qu'on est dans une situation beaucoup plus désavantageuse quand on a un despote absolu qui a un pouvoir énorme parce que 100 000 hommes sont prêts à lui obéir, que dans une situation d'état de nature dans laquelle on a aussi 100 000 hommes qui potentiellement peuvent nous nuire, mais qui ne sont pas du tout organisés, qui n'obéissent pas à une seule personne, de telle sorte que leur pouvoir de nuisance est tout compte fait bien moindre que lorsqu'ils sont soumis à un despote. Je cite, « Celui-là est dans une condition bien plus fâcheuse qui est exposé au pouvoir arbitraire d'un seul homme qui en commande 100 000 que celui qui est exposé au pouvoir arbitraire de 100 000 hommes particuliers. Personne ne pouvant s'assurer que ce seul homme qui a un tel commandement ait meilleure volonté que non ces autres, quoique sa force et sa puissance soient 100 000 fois plus grandes. » Conclusion de Locke. Donc, dans tous les États, le pouvoir de ceux qui gouvernent doit être exercé selon des lois publiées et reçues, non par des arrêts faits sur le champ et par des résolutions arbitraires, car autrement, on se trouverait dans un état plus triste et plus dangereux que l'état de nature. Alors, maintenant que je vous ai exposé cet argument, je me permets d'ajouter qu'il ne me semble pas très bon. Le problème, c'est qu'il faudrait qu'on puisse avoir une idée précise du niveau de violence ou de conflit qui règne à l'état de nature. Or, un tel niveau est très probablement impossible à déterminer. Il existe bien des endroits où on ne trouve pas à proprement parler un état, mais généralement ce sont des zones assez faiblement peuplées et il est difficile d'en tirer des conclusions pour des régions très densément peuplées. Locke d'ailleurs lui-même attire l'attention sur cette question de la densité de population à plusieurs reprises dans son traité. Et puis de toute façon, on a un autre argument, Locke lui-même a un autre argument, et dans le texte que je viens de lire, il était plus ou moins présent à vrai dire. C'est l'idée tout simplement que une fois qu'on a déterminé une finalité de l'association, de l'État, de la société politique, on peut comparer ce que font les gouvernants à cette finalité, et non pas à la vie à l'état de nature. C'est pas du tout la même comparaison. Il y a encore même une troisième solution à laquelle on recourt très souvent de nos jours qui consiste à comparer l'état qu'on veut juger avec un autre état qui existe par ailleurs. Donc là, ça serait une comparaison internationale. Mais la meilleure comparaison, je pense, qu'on puisse faire, ça n'est pas non plus celle-là, puisqu'il serait tout à fait possible qu'on vive à une époque dans laquelle tous les états existants sont extrêmement oppressifs. Donc la meilleure solution, ce n'est pas celle-là, c'est vraiment la comparaison entre l'être et le devoir être, c'est-à-dire entre ce que l'état de fait est, et puis ce qu'il pourrait être en vertu de sa fonction, de sa finalité. On l'a vu dans le 5e podcast, selon Locke, cette finalité, c'est la protection de la vie, des libertés et des biens. Et une fois qu'on a dit ça, on n'a même plus, à vrai dire, à rentrer dans des comparaisons un peu douteuses avec un état de nature, quelle que soit la manière de le comprendre d'ailleurs. Et bien souvent, c'est ce que Locke fait. Donc, je vous ai cité et explicité cet argument parce qu'il a un certain intérêt, mais aussi pour montrer ses limites et pour montrer que ce n'est finalement pas l'argument le plus intéressant qu'on l'on trouve chez Locke.
L'argument le plus intéressant, c'est l'idée que l'État est une construction et qu'il ne peut être légitime que s'il est consenti, que s'il est voulu, comme s'il avait été créé par un contrat. Et à partir de là, Locke tente de montrer que le contrat le plus avantageux qu'on puisse faire, et donc celui qu'on peut accepter librement, volontairement, c'est un contrat dans lequel la finalité de l'État, c'est la protection de la vie, des libertés et des biens. Pour montrer d'une façon frappante que n'importe quel pouvoir ou n'importe quel ordre n'a de légitimité que s'il est ramené à la finalité pour laquelle il a été institué, Locke prend un exemple très frappant, c'est l'exemple des limites du pouvoir d'un général sur ses soldats. On se trouve au paragraphe 139, et la limite sur laquelle Locke va insister concerne les biens, le caractère illégitime de la spoliation des biens par le pouvoir. Il est absolument illégitime que les gens au pouvoir revendiquent de pouvoir me voler mes biens ou en disposer à leur gré. Et voilà l'image que donne Locke, je cite le paragraphe 139. Un officier militaire qui peut commander à un soldat de marcher pour se tenir sur une brèche où ce soldat est presque assuré de périr, ne peut lui commander de lui donner un sol de son argent, un centime de son argent. Un général même qui peut condamner un soldat à la mort pour avoir déserté, pour avoir quitté un poste, pour n'avoir pas voulu exécuter quelque ordre infiniment dangereux, pour avoir désobéi tant soit peu. Ce général ne peut pourtant, avec tout son pouvoir absolu de vie et de mort, disposer d'un centime du bien de ce soldat, ni se saisir de la moindre partie de ce qui lui appartient en propre. La raison de cela, c'est que l'obéissance aveugle du soldat envers son général est nécessaire pour la fin pour laquelle un général ou un commandant a reçu un si grand pouvoir, c'est-à-dire pour le salut et l'avantage de l'armée et de l'État. Et que, en revanche, disposer d'une manière arbitraire des biens et de l'argent des soldats n'a aucun rapport avec cette fin. Ici, on voit très clairement que Locke revient à ce que j'appelais tout à l'heure l'argument principal, à savoir la discordance entre ce pourquoi un pouvoir a été institué, sa finalité d'une part, et d'autre part ce qu'il fait effectivement. Un soldat peut comparer à tout moment l'ordre qu'il reçoit et la finalité pour laquelle quelqu'un a le droit de lui donner des ordres. Et bien de la même manière, le citoyen peut comparer à tout moment l'ordre qu'il reçoit du pouvoir et la finalité du pouvoir politique en général. Et s'il n'y a pas de rapport entre cet ordre et cette finalité, alors la désobéissance est légitime. Comme on l'a déjà vu en partie dans le podcast précédent, ce droit de résistance est à penser comme un retour du pouvoir souverain entre les mains du peuple. Et à ce sujet, il y a deux textes fondamentaux, le paragraphe 149 et le paragraphe 243 du traité. Relisons d'abord le paragraphe 149. Il n'y a qu'un pouvoir suprême qui est le pouvoir législatif, auquel tous les autres doivent être subordonnés, mais cela n'empêche pas que le pouvoir législatif ayant été confié, afin que ceux qui l'administrent agissent pour certaines fins, le peuple ne se réserve toujours le pouvoir souverain d'abolir le gouvernement ou de le changer lorsqu'il voit que les conducteurs en qui il avait mis tant de confiance agissent d'une manière contraire à la fin pour laquelle ils avaient été revêtus d'autorité. Je répète, le peuple a toujours le pouvoir souverain d'abolir le gouvernement ou de le changer. On a vu les ambiguïtés de la notion de souveraineté chez Locke dans le podcast précédent. Ici, je me contente d'insister sur l'idée que, selon Locke, au fond, le peuple reste toujours souverain. Donc, en quelque sorte, il anticipe la doctrine de Rousseau suivant laquelle la souveraineté populaire est inaliénable. On ne peut pas la donner ou la transférer à quelqu'un comme chez Hobbes. Mais il y a une différence quand même importante, c'est que, selon Locke, cette souveraineté populaire, qui se manifeste par le droit de résistance ou le droit de se rebeller contre les pouvoirs en place, elle ne peut pas se manifester dans la vie, je dirais, normale de la cité, dans la vie normale de l'État, si jamais le pouvoir législatif fait son travail comme il le doit, c'est-à-dire qu'il protège la vie, la liberté et les biens. Si le pouvoir exécutif fait aussi son travail comme il le doit, alors le peuple n'a pas véritablement le droit de remettre en cause l'autorité politique. Chez Rousseau, ce n'est pas la même chose parce qu'il y a vraiment souveraineté populaire inaliénable, c'est-à-dire que dès que le peuple est réuni, tous ses engagements précédents ne comptent pour rien puisqu'il peut tout à fait changer d'avis à tout moment sur tous les sujets. Par ailleurs, je signale que, selon Rousseau, le peuple ne peut pas déléguer le pouvoir législatif, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait des référendums pour toute nouvelle loi.
Rousseau refuse l'idée même de représentation, l'idée d'une assemblée nationale qui représenterait le peuple et qui voterait des lois. Chez Locke, on a un modèle politique différent et au fond un peu plus proche de notre réalité d'aujourd'hui, c'est-à-dire que la notion de représentation politique fait sens quand même malgré tout, et le peuple n'a pas directement le pouvoir législatif comme chez Rousseau. Je m'arrête là sur cette question de la différence entre la souveraineté populaire chez Rousseau et la souveraineté populaire chez Locke. Tout ce qui nous importe ici, c'est que chez Locke, il y a au fond un pouvoir suprême, supérieur à tout, que le peuple ne peut jamais déléguer ou transférer à qui que ce soit, à savoir le droit de se rebeller en dernière instance, si véritablement un pouvoir législatif ou un pouvoir exécutif notamment, ou même éventuellement un pouvoir judiciaire, sortent complètement de la finalité qui leur a été prescrite. Lisons la fin de ce paragraphe 149. Le peuple garde toujours le pouvoir souverain de se délivrer des entreprises de toutes sortes de personnes, même de ses législateurs, s'ils venaient à être assez fous ou assez méchants pour former des desseins contre les libertés et les propriétés des sujets. Et l'exercice de ce pouvoir souverain passe par la force. Il y a donc un droit de rébellion du peuple contre le pouvoir exécutif. C'est le paragraphe 155 qui le dit. Alors pourquoi il parle ici plus précisément d'une opposition au pouvoir exécutif? C'est qu'il suppose un régime dans lequel le pouvoir législatif de toute façon est intermittent et donc il n'est pas très dangereux. On peut avoir un pouvoir législatif intermittent parce qu'il n'est pas toujours nécessaire de faire de nouvelles lois. Par contre, le pouvoir exécutif est forcément permanent puisqu'il faut toujours faire exécuter les lois, y compris les lois très anciennes. Et donc, c'est surtout ce pouvoir exécutif et permanent qui risque d'abuser de son pouvoir. Alors bien sûr, cette idée d'un droit de désobéissance ou d'un droit de résistance pose problème parce que Locke présuppose ici que l'on peut tous être d'accord à un moment sur l'idée que le gouvernement est en train d'abuser de son pouvoir. En vérité, ce consensus est souvent bien difficile à trouver. Et Hobbes dirait ici qu'on va avoir en permanence des révoltes de la part de gens qui se sentiront légitimes puisqu'ils estimeront en leur âme et conscience que le gouvernement est en train de contredire la finalité de l'État. Et Locke le sait bien, je cite l'objection qu'il se fait à lui-même, paragraphe 203-204. « Quoi, dira-t-on, on peut donc s'opposer aux commandements et aux ordres d'un prince ? On peut lui résister toutes les fois qu'on se croira maltraité et qu'on s'imaginera qu'il n'a pas droit de faire ce qu'il fait ? S'il était permis d'en user de la sorte, toutes les sociétés seraient bientôt renversées et détruites. Et au lieu de voir quelques gouvernements et quelques ordres, on ne verrait qu'anarchie et que confusion. » Voilà donc l'objection qu'on peut appeler anti-anarchiste, et voici la réponse de Locke. Je réponds qu'on ne doit opposer la force qu'à la force injuste et illégitime et à la violence, que quiconque résiste dans quelque autre cas s'attire une juste condamnation. Alors évidemment, dit comme ça reste une réponse très générale et abstraite. Ce qui est essentiel évidemment, c'est de spécifier cette notion de justice. C'est ce à quoi Locke s'est employé notamment en faisant valoir le principe du respect de la vie, de la liberté et des biens. Mais ce principe lui-même est encore trop abstrait et on trouve quelques exemples plus précis d'application par Locke. L'un des exemples que l'on peut citer, c'est ce qui touche à la question des impôts. L'impôt n'est légitime que parce qu'il est consenti et dans la mesure où il est consenti, ce qui implique qu'il n'est légitime que s'il est accepté soit par le peuple directement, soit par une assemblée nationale, un ensemble de représentants. Les impôts, ce sont la partie de mes biens que le pouvoir a le droit de revendiquer, parce que je suis d'accord avec le principe même de l'existence de la communauté politique et que pour qu'elle puisse exister, il faut des impôts. Je cite paragraphe 140. Il est vrai, d'un autre côté, que les gouvernements ne sauraient subsister sans de grandes dépenses et par conséquent sans impôts, et qu'il est à propos que ceux qui bénéficient de la protection du gouvernement paient quelque chose, et donnent à proportion de leurs biens, pour la défense et la conservation de l'État. Mais toujours faut-il avoir le consentement du plus grand nombre des membres de la société qui le donnent, ou bien par eux-mêmes immédiatement, ou bien par ceux qui les représentent et qui ont été choisis par eux. Car si quelqu'un prétendait avoir le pouvoir d'imposer, de lever des taxes sur le peuple de sa propre autorité et sans le consentement du peuple,
il violerait la loi fondamentale de la propriété des choses. Et ainsi, il détruirait la fin du gouvernement. Je rappelle au passage quelque chose que j'avais déjà dit dans mes vidéos sur Hobbes, à savoir que l'une des principales causes de la première guerre civile anglaise, c'est justement le désaccord entre le roi et le Parlement au sujet des impôts. Est-ce que le roi a le droit de lever un impôt sans l'accord du Parlement ou pas ? De manière plus générale, l'un des abus de pouvoir les plus typiques de la part d'un tyran ou d'un roi qui devient tyran, en tout cas celui que Locke va citer, c'est le fait d'empêcher les représentants ou les députés de se réunir. Bien sûr, ce n'est pas la seule façon d'abuser de son pouvoir. On pourrait aussi imaginer un gouvernant qui prive quelqu'un de sa vie ou de sa liberté directement et en dehors de tout cadre légal. Mais d'autres abus de pouvoir sont possibles, dont par exemple le fait d'empêcher un parlement de se réunir. Locke évoque cette possibilité au paragraphe 155, je cite. On peut demander ici qu'est-ce qu'on devrait faire si ceux qui sont revêtus du pouvoir exécutif, ayant entre les mains toutes les forces de l'État, se servaient de ces forces pour empêcher que ceux à qui appartient le pouvoir législatif ne s'assemblassent et n'agissent ? Je réponds que ceux qui ont le pouvoir exécutif, agissant, comme il vient d'être dit, sans en avoir reçu d'autorité, d'une manière contraire à la confiance qu'on a mise en eux, sont dans l'état de guerre avec le peuple, qui a droit de rétablir l'Assemblée qui le représente, et de la remettre dans l'exercice du pouvoir législatif. Car, ayant établi cette Assemblée et l'ayant destinée à exercer le pouvoir de faire des lois, à certains moments déterminés, et lorsque cela est nécessaire, si ce pouvoir législatif vient à être empêché par la force de faire ce qui est si nécessaire à la société, le peuple a le droit de lever cet obstacle par la force. Dans toutes sortes d'états et de conditions, le véritable remède qu'on puisse employer contre la force sans autorité, c'est d'y opposer la force. On a vu la principale justification que Locke donne du droit de résistance. Vers la fin de son ouvrage, il formule les choses de manière un peu différente. Il y a notamment un passage sur lequel je voudrais attirer votre attention. C'est un moment où il dit finalement, ce qui justifie le droit de résistance, c'est que la personne qui devient tyrannique, au fond, a déjà rompu le pacte, et donc elle est revenue à l'état de nature elle-même, ici à comprendre comme état de guerre, et c'est donc elle qui est rebelle. Et Locke précise ici qu'il parle du sens étymologique du mot rebelle. Le préfixe re signifie le retour et bellum signifie la guerre. Donc le tyran se mettant en guerre avec son peuple est en fait un vrai rebelle. Il fait retour à la guerre qu'on essayait de quitter en instituant la communauté politique. Je cite le paragraphe 226. Lorsque des gens sont entrés dans une société politique, ils en ont exclu la violence et y ont établi des lois pour la conservation des choses qui leur appartenaient en propre, pour la paix et l'union entre eux. De sorte que ceux qui viennent ensuite à employer la force pour s'opposer aux lois font rebellare, c'est-à-dire qu'ils réintroduisent l'état de guerre et méritent proprement le nom de rebelles. Locke, après avoir proposé des théories ou des principes abstraits, prend assez souvent des comparaisons qui sont intuitivement assez intéressantes. Et la comparaison dont je veux parler ici, c'est celle qu'il instaure entre un peuple qui se rebelle et une victime d'un brigand qui essaie de résister aux brigands. Paragraphe 228. Ceux qui disent que parler d'un droit de résistance est dangereux devraient dire de la même manière que les honnêtes gens ne doivent pas s'opposer aux voleurs et aux pirates parce que cela pourrait créer des désordres et de l'effusion de sang. Or, généralement, on admet plutôt qu'il est légitime de se défendre contre des voleurs ou contre des pirates, y compris en utilisant la violence. Et Locke va développer cette idée de manière très intéressante en disant que l'objectif de la société civile ou de l'État, ça n'est pas seulement la paix. L'idéal de la paix, c'était l'idéal de Hobbes, par exemple. Tout était absolument concentré sur ce but, sur cette finalité, même si dans certains textes, il parlait du bien du peuple ou du salut du peuple. En vérité, on peut dire que sa philosophie politique est construite sur l'idée que le but ultime de l'État, c'est de maintenir la paix. Locke refuse ce point. Comme on l'a vu, le véritable but de l'État, c'est la préservation de la vie, des libertés et des biens. Et voilà ce qu'il écrit à propos d'une paix sociale dans laquelle la vie, les libertés et les biens ne seraient pas garantis.
Hélas, quelle sorte de paix est-ce là? Ce serait une paix qui serait avantageuse seulement pour les voleurs ou pour ceux qui se plaisent à opprimer. Cette paix qu'il y aurait entre les grands et le petit peuple, entre les puissants et les faibles, serait semblable à celle qu'on prétendrait exister entre des loups et des agneaux, lorsque les agneaux se laisseraient déchirer et dévorer paisiblement par les loups. Ou encore, si l'on veut, considérons la caverne de Polyphème comme un modèle parfait d'une telle paix. Polyphème, c'est le cyclope dont il est question dans l'Odyssée d'Homère, qui parvient à un moment à emprisonner Ulysse et ses compagnons et qui veut les dévorer. Et donc ici, toujours dans le paragraphe 228, il y a tout un passage très amusant, très ironique, sur ce que ça impliquerait de dire qu'Ulysse n'avait pas droit de résister à Polyphème, qu'il devait se contenter d'obéir sagement en attendant d'être dévoré. Je cite « Ce gouvernement auquel Ulysse et ses compagnons se trouvaient soumis était le plus agréable du monde. Il n'y avait aucune autre chose à faire qu'à attendre sagement qu'on les dévore. » Et qui doute qu'Ulysse, qui était un personnage si prudent, ne prêcha alors l'obéissance passive et n'exhorta à une soumission entière, en représentant à ses compagnons combien la paix est importante et nécessaire aux hommes, et en leur faisant voir les inconvénients qui pourraient arriver s'ils entreprenaient de résister à Polyphème, qui les avait en son pouvoir. Donc vous voyez que tout le paragraphe est ironique, et ce que veut dire Locke, bien évidemment, c'est que de la même façon qu'Ulysse avait le droit et même le devoir de résister à Polyphème, les citoyens ont le droit et même le devoir, sans doute, de résister aux tyrans. Finissons ce podcast et cette série entière par le tout dernier texte du traité, le paragraphe 243. On en a déjà vu les idées principales, mais je veux finir par cette citation parce qu'il y a un côté conclusif dans le propos de Locke et en même temps assez percutant, ce qui rend cette conclusion du traité très marquante, je trouve. Si ceux qui sont constitués en autorité politique ont, par leur mauvaise conduite, perdu leur droit de commander, le pouvoir suprême retourne à la société et le peuple a droit d'agir en qualité de souverain et d'exercer l'autorité législative ou bien d'ériger une nouvelle forme de gouvernement et de remettre la suprême puissance dont il se trouve alors entièrement et pleinement revêtu entre de nouvelles mains comme il le juge à propos. Voilà, on arrive au terme de cette étude du traité de Locke. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait très plaisir de le savoir. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas à les faire aussi. Pour ce qui est de la philosophie politique, j'essaierai de faire un travail assez semblable à la fois pour les traités politiques d'Aristote, pour le contrat social de Rousseau, et j'aimerais bien aussi vous proposer toute une étude de la théorie de la justice de Rawls notamment. Mais le prochain projet que je vais essayer de mener à bien, c'est une étude des principes de la philosophie du droit de Hegel, qui est un ouvrage en partie politique, mais pas seulement, comme on verra. D'ailleurs, le but de cette chaîne, c'est de présenter l'ensemble des domaines de la philosophie, et si possible, la plupart des grands classiques de la philosophie. Évidemment, si on veut parler de tout ce qui est intéressant, on n'en a jamais fini, mais je vais quand même essayer de réaliser ce programme. Et encore une fois, donc, n'hésitez pas à m'encourager dans les commentaires si vous soutenez cette démarche.